désangler complètement le pays. J'ai l'impression comme quoi ils ne pensent pas du tout à leur peuple qui n'est pas le leur. Mais il ne faut pas oublier que leurs familles, de ces élites, de leurs dirigeants habitent et vivent à l'étranger. Parce qu'ils se protègent seulement par des slogans nationalistes, mais ils sont en train de tromper leur propre population. Et je tiens à rappeler, mais ici, réellement un vrai désir de négocier. Nous ne sommes pas contre, mais seulement sur la base des accords qui ont été atteints et fixés à Istanbul. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Maintenant, nous passons à l'autre sujet. Alors, pour revenir à un autre sujet, donc, Monsieur Ibrahim, vous aviez parlé du miracle économique, vous avez dit qu'il y avait des zones économiques que vous aviez créées, et décrivez un petit peu quels sont les avantages et quelles entreprises russes vous pouvez attendre chez vous. Oui, j'ai rencontré des représentants de différentes entreprises russes et hier, aujourd'hui, enfin ce matin, nous ne sommes pas joints aux sanctions qui avaient été imposées, comme l'a dit mon collègue chinois. Nous ne sommes pas entrés en confrontation avec qui que ce soit, y compris sur le plan économique. C'est-à-dire que nous mettons l'accent sur la mise en place de conditions économiques favorables avec des zones. Nous attendons toute entreprise de n'importe quel pays. Nous sommes prêts à accueillir des sociétés russes et j'étais très heureux de voir que beaucoup d'entreprises ont manifesté leur volonté de mener leur activité en Malaisie, qu'elles étaient prêtes à venir la semaine prochaine. Parce que nous sommes très heureux de voir cette situation, de cette bonne relation, et notamment avec la Chine. Et donc nous avons ici cette croissance avec plus de 5% et une inflation de 2%, avec des investissements croissants, et notamment dans le domaine du secteur numérique, notamment avec l'Allemagne par exemple. Et donc je pense que nous allons faire tout ce qui est nécessaire. Nous pouvons voir le plan général qu'a proposé le président Poutine. Donc ici, les entreprises russes qui sont heureuses de participer ici, et donc là c'est une attention que nous accordons à cela, et nous proposons à la Russie, à nos amis, cette participation privilégiée. Monsieur Poutine, si on parle de notre régime spécifique que vous avez proposé dans l'extrême-orient russe, par exemple le port de Vladivostok, est-ce qu'il y a une compétitivité ici pour ces structures russes, notamment dans ces territoires de développement avancé? Est-ce qu'il y a des avantages significatifs? Oui, nous cherchons à faire en sorte que, justement, il y ait des avantages concurrentiels, des conditions concurrentielles qui soient proposées. Je ne vais pas les énumérer ici, c'est connu, d'autant plus que les gens qui sont dans cette salle savent ce que sont ces territoires de développement avancé ou le port de Vladivostok. Donc nous avons mis en place beaucoup de préférences, et dès le lancement de ce projet, nous avons parlé de ça avec le ministère de l'économie. Il nous disait mais ça suffit peut-être, il y a déjà assez d'avantages. Non, en fait, moi ce que je veux dire, c'est que Monsieur le vice-président chinois l'a dit, quand on avait travaillé à Harbin, quand il y a eu ce forum économique au mois de mai, il avait été envoyé là-bas par notre ami le président Xi Jinping, et je lui suis personnellement reconnaissant pour sa participation. C'était intéressant, les discussions que nous avions sur place. Donc, c'était peut-être même inattendu pour notre invité et pour notre auditoire. Vous allez révéler un secret, et ce sera même un secret pour le ministère de l'économie. Non, mais tout va bien se passer. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai parlé
avec notre représentation diplomatique à Harbin, et je leur ai dit, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire ici en plus pour que les investisseurs économiques viennent de façon plus étendue en Chine? Ils nous ont dit, vous savez, les autorités chinoises ne freinent pas leurs sociétés. Si les sociétés veulent investir, mais les conditions que propose la Chine à Harbin sont meilleures que celles que nous avons chez nous dans l'extrême-orient russe. C'est là la question. C'est-à-dire que les autorités chinoises, depuis longtemps, développent ce concept de territoire de développement avancé, mais il faut encore voir ce qui est fait sur place. Quelles sont ces préférences qui sont accordées par la Chine, notamment dans sa zone frontalière, pour attirer des entreprises d'autres pays. Donc il faut analyser tout ça. Il faut voir ce que nous avons fait sur le plan de ces conditions favorisées et ce que font les autres, quelles innovations sont proposées, quelles mesures sont proposées aux entreprises pour qu'elles soient intéressées à travailler à tel ou tel endroit. Les conditions, elles sont mises en place, elles fonctionnent, mais il y a toujours des perfectionnements à apporter. Alors, Monsieur Renjen, qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour que les entreprises chinoises viennent travailler chez nous? Ou alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les entreprises chinoises restent chez elles et ne viennent pas travailler chez nous? Vous posez des drôles de questions. C'est une question un peu provocatrice. Non, non, au contraire, il faut qu'elles viennent chez nous, les entreprises chinoises. Avant tout, je veux dire que le gouvernement chinois soutient toujours nos investisseurs partout dans le monde, y compris en Russie et dans l'extrême-orient russe. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut regarder la coopération qui se fait entre l'extrême-orient russe et la Chine, et le président Poutine avait utilisé cette expression, notamment lors de notre rencontre à Harbin. Il faut voir toujours l'aspect bilatéral. C'est-à-dire que nous avons le nord-est de la Chine et l'extrême-orient russe ont une coopération bien établie, qui fonctionne bien, et nous avons des bases de coopération qui sont stables. Et donc, on voit déjà cette tendance qui est particulièrement claire entre ces deux régions. Et autant que je sache, pour les premiers mois de cette année, dans le cadre de cette coopération entre l'extrême-orient russe et la Chine, le volume des échanges a déjà dépassé 60 milliards de dollars. C'est près de 45% des échanges entre nos deux pays. Et donc, c'est une tendance qui est tout à fait positive. D'un autre côté, il faut regarder aussi l'avenir. Avant tout, il faut conforter cette tendance positive entre nos deux pays. Nous avons donc cette coopération bien établie entre nos deux régions. Nous avons un potentiel sur le plan industriel, agricole, énergétique, sur les minerais et sur les échanges logistiques. Donc tout ça, ce n'est pas suffisant. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut voir l'avenir et étendre nos domaines de coopération. Ça peut concerner le développement vert, le développement de l'économie numérique, la pêche, la culture, l'art. Et donc, dans ces domaines, il y a un potentiel qui existe et auquel nous devons impliquer nos entreprises. Et à l'invitation du président Poutine, j'ai visité aujourd'hui ici deux filiales d'universités russes. Il y a celle du conservatoire de Moscou installée dans le territoire de Primorié. Et j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu.
j'ai pu regarder ces établissements. J'ai vu, par exemple, les écoliers qui, à partir de la classe de troisième, qui jouent déjà sur des instruments de musique et qui interprètent de la musique classique, qui ont joué le Lac des Cygnes. Et parmi les enfants, je leur ai demandé est-ce qu'il y a une contribution, une coopération entre nos deux pays. Et ça m'a fait plaisir de voir que chaque année, il y a beaucoup d'étudiants chinois qui viennent faire leurs études en Russie, qui étudient la culture russe. Et dans une autre province chinoise, ils étaient au nombre de 140. Donc cet échange entre les régions, il existe, il est clair. Et l'État chinois soutient toujours les entreprises chinoises, qu'elles soient privées ou publiques, à investir dans l'économie du monde, dans l'économie de l'extrême-orient russe, dans l'économie russe tout simplement. Donc nous avons de très bonnes perspectives de développement et de coopération. Monsieur Ibrahim, nous avons déjà 2 secrets ouverts, on en voudrait un 3e. Est-ce que les entreprises russes sont intéressées à travailler en Malaisie? Donc vous avez vu ce qui se passait ici à Vladivostok. Pour la région, qui est plutôt plus proche de nous, moi c'est la première fois que je viens ici. Je comprends que la Russie est un partenaire ancien. Nous avons un volume d'échanges qui augmente. Nous avons de nouveaux secteurs de coopération. Il y a les technologies numériques. Il y a de plus en plus d'étudiants qui vont faire leurs études en Russie. Donc, évidemment, tout ça doit être... alors, nous avons pu voir ce qui se fait avec la Chine aussi, mais... Merci. Monsieur Poutine. Oui, ça fait plaisir qu'il y ait une réaction de la salle. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Monsieur Poutine, si nous regardons les données fournies par le ministère du Développement économique, on a 4 000 milliards de roubles investis dans l'extrême-orient russe. Quel est le rythme d'investissement qui se fait, compte tenu que votre représentant spécial dans le district a parlé justement des objectifs de 2030? C'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Comme toujours, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Oui, effectivement. Monsieur Troutnev, mon représentant, m'a fait un rapport sur ce qui a été fait ces dernières années et, conformément à la tradition, nous avons participé au lancement de différents projets industriels. Et donc, il y a un avis selon lequel les investissements pourraient être augmentés jusqu'à 1500 milliards. Et cela me paraît tout à fait réaliste. Merci. Monsieur Poutine, à propos des derniers événements, donc à Paris, récemment, fin août, a été arrêté le créateur de Telegram et il a été resté sous surveillance contre caution. Quelles sont les conséquences de ça? Est-ce que certains ont dit que vous aviez eu une réunion à Bakou avec lui? Alors, j'ai rencontré une fois Monsieur Durov à Moscou, il y a longtemps, plusieurs années. Et je rencontre régulièrement des représentants d'entreprises. Nous avions une rencontre au Kremlin, je ne sais plus exactement quelle année. Il m'a parlé de ses projets de développement. Depuis, on ne s'est pas vu, on n'a aucun contact, nous n'avons maintenu aucun contact. Pourquoi il faudrait qu'on se rencontre à Bakou, je ne sais pas. Je ne savais pas qu'il était là-bas. Il y a ici dans cette salle beaucoup de représentants des entreprises. Vous savez que je n'ai jamais refusé de rencontrer des gens. Nous avons régulièrement des rencontres avec les représentants des milieux d'affaires. Et si nous avons des échanges,
à titre collectif ou à titre personnel, on parle de tel ou tel projet, surtout si les entreprises ont besoin, par exemple, de garanties de la part de l'État, et le Premier ministre, les ministres, les autorités régionales, locales sont toujours... Nous n'établissons pas de barrage entre nous et les entreprises. Donc, s'il y a un souhait, il peut me rencontrer à Moscou. Enfin, donc, moi, je pensais qu'il vivait à Moscou, d'ailleurs. Enfin bon, je ne sais pas. Non, pas à Moscou, il est à Dubaï. Enfin, Dubaï, c'est des gens, c'est des citoyens du monde. Ils peuvent se permettre d'aller partout, sont des millionnaires. Donc, il n'y avait pas de réclamation. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui se plaignaient de ces positions, compte tenu du fait que la plateforme est utilisée par des gens, des structures qui peuvent porter dommage par leur activité à l'économie ou bien en matière de sécurité à certains pays. Et je pense que le gouvernement russe a pu avoir aussi des questions à lui poser. Mais toutes ces plateformes sont toujours coupables et si on agit ainsi avec Durov, alors à ce moment-là, il faut faire la même chose avec les autres. Il faut les arrêter, peut-être les mettre en résidence surveillée, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, les agissements des autorités françaises, je ne comprends pas parce qu'elles ont un caractère sélectif. Je parle des autorités françaises. Merci beaucoup. Nous parlons du thème de notre sujet d'aujourd'hui. Monsieur Ibrahim, la fin de l'an dernier, votre pays a accueilli un nombre record de touristes de Russie et plus de 110 000 touristes. Pour que ce flux augmente, des liaisons aériennes directes peuvent être établies. Oui, évidemment. Aeroflot pour aller jusqu'en Malaisie. Et je pense que si les touristes russes sont intéressés, et je pense que la question des liaisons aériennes est effectivement un point important, il faut que nous résolvions cette question aussi vite que possible pour que les entreprises malaisiennes aussi puissent accueillir les touristes de Russie. Nous sommes une zone économique stable. Nous sommes en situation de paix. Et ce que nous avons en Malaisie, vous ne l'avez pas en Russie. Et ce que vous avez en Russie, nous ne l'avons pas en Malaisie. Donc, je pense que c'est un intérêt pour les deux pays ici d'avoir cet échange. Et donc, parce que les touristes, ils viennent voir ce qu'ils n'ont pas chez eux. Et je pense qu'effectivement, j'espère qu'on a un potentiel de tourisme entre nos deux pays qui peut se développer. La Malaisie est un pays ami. Il n'y a pas de diktat idéologique qui est exercé sur nous. Et avec la Russie, comme avec beaucoup de pays, nous avons de bonnes relations. La Malaisie est véritablement un pays asiatique. Et en ce qui concerne la Russie, oui, on peut vous parler de la Russie. Et qu'est-ce que vous pouvez, aujourd'hui, c'est quoi la véritable Asie? Qu'est-ce que vous pouvez vendre aux touristes ici? Nous avons notre société, nous avons une composante ethnique très, très intéressante. Des Indonésiens, nous avons des Chinois, nous avons des Indiens, nous avons différentes catégories ethniques. Après, sur les paysages, nous avons des plages, nous avons des jungles, nous avons un climat, nous n'avons pas d'hiver. Nous avons, à mon avis, tout ça, ce sont des avantages. Mais on peut avoir toujours des difficultés de voyage. Est-ce qu'il ne fait pas trop chaud? Est-ce que c'est pas l'hiver, etc. En Malaisie, vous pouvez venir en tout confort.
et vous trouvez tout ce que vous voulez. Effectivement. Oui, c'est agréable d'entendre qu'en Malaisie. Alors, moi, j'étais en Malaisie et je peux confirmer ce que vient de dire le Premier ministre. Monsieur Poutine, quand on parle de tourisme des régions russes, il y a toujours une question sur de politique intérieure. Ici, les voyages au sein de la Russie en 2023, 84 millions de Russes ont choisi de voyager en Russie. C'est 20% de plus qu'en 2021. Dans l'ensemble, quel est l'effet économique, ce développement du flux touristique en interne? Le tourisme est dans beaucoup de pays du monde est un secteur économique en plein développement, pas la peine d'aller très loin. Voyons par exemple nos touristes russes qui vont en Turquie. Bon, par exemple, c'est 5 millions de touristes par an. Donc c'est évidemment une composante budgétaire importante pour la Turquie. Et donc le tourisme devient de plus en plus un secteur efficace de l'économie nationale dans beaucoup de pays. Et ça peut être la même chose en Russie, compte tenu du potentiel gigantesque que nous avons en Russie. Et donc le gouvernement a décidé de développer ce secteur. Ici, nous avons dit déjà beaucoup de choses là-dessus. Je ne vais rien dire de nouveau. Il faut développer les infrastructures pour que ce développement du tourisme dans le pays n'ait pas d'impact sur l'environnement. Nous avons beaucoup de programmes. Il y a les 5 mers, il y a le Baïkal. Vous en entendez parler. Il y a des avantages pour la création de petits hôtels, la construction de petits hôtels, notamment, c'est-à-dire pas pour des constructions complètes, mais pour des travaux de réfection. Donc, nous avons énormément de possibilités, notamment dans l'Extrême-Orient russe, et nous allons continuer à attirer l'attention des touristes. Et c'est très bien de voir que nos citoyens sont conscients de cette dimension, qu'ils découvrent les opportunités de notre pays. Ils restent dans leur pays, dans leur culture, dans leur langue. Il n'y a pas de problème de traversée de frontières, etc. Et avoir un moment de plaisir en échangeant avec la nature, avec le pays, tout ça est passionnant, mais nous avons encore beaucoup à faire pour que ce processus soit correctement soutenu. Et ceux qui vivent sur les territoires qui accueillent des touristes ont évidemment un bénéfice. C'est une amélioration du niveau de revenus, de recettes pour les entreprises. Et c'est aussi des éléments qui rentrent dans le budget. Et donc forcément, il y a des retombées pour la population. Et plus une zone est attractive, plus les entreprises privées investissent. Disons que tout cela va ensemble et on est toujours gagnant à développer le tourisme en interne. C'est une perspective. Et même quand on voit les chiffres d'aujourd'hui, ils montrent bien que dans l'économie du Pays-Bas, nous sommes à 2,4% de chômage dans le pays. Et pourtant, on a même un manque de cadres, de professionnels, en disant que, par exemple, au mois de janvier, on avait 47% de manque dans les entreprises industrielles. Est-ce que on manque suffisamment de bras? On manque de bras? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est jamais idéal, il faut toujours faire mieux. Je l'ai déjà dit encore, j'avais cité Faust. Arrête ce moment, il est magnifique. Il faut toujours continuer à avancer, à dépasser de nouveaux horizons. Et en fait, on ne peut jamais dire que tout va parfaitement bien. Mais dans l'ensemble, l'économie russe se développe de façon régulière. L'an dernier, nous étions heureux de voir avoir une croissance du PIB de
3,4% pour le premier semestre de cette année. On en a parlé hier avec les collègues et on va encore en parler aujourd'hui. On est à 4%. Et le ministre Oreshkin me corrigera. Donc on pourrait même passer à 4,6% à la fin de l'année. Donc pour nous, c'est un indice qui est positif pour notre économie. Donc il y aura peut-être des modifications à apporter d'ici la fin de l'année, mais en tout cas, on fait mieux que le résultat de l'an dernier. Donc ça, c'est déjà positif. Donc ça, on a un indice qui est positif. Et évidemment, comme je l'ai dit, tout n'est jamais parfait. Malaisie, ils ont 2% d'inflation. Malheureusement, nous, on est à plus. On a des indicateurs à 4%, mais en réalité, qui sont à 9% en réel. Donc, alors aujourd'hui, on a une nouvelle baisse de l'inflation. On serait vers 8,9 et on devrait rebaisser. Donc, ça, c'est bien. En ce qui concerne notre manque physique de bras, oui, c'est ce que disait Solzhenitsyn et qui a été rappelé par notre Premier ministre, c'est préserver la ressource du peuple. Donc, prendre soin des familles, du marché du travail. Effectivement, il est aujourd'hui dans une situation unique avec 2,4, je crois, de chômage. Évidemment, c'est historique, historique, mais nous avons un développement de l'industrie. Alors, comment résoudre ça? Évidemment, il faut penser à la population, à la natalité, aux familles nombreuses. Il faut que les familles nombreuses soient à la mode, comme ça l'avait été, avec 7, 8, 9 enfants par famille. Mais le deuxième point, c'est améliorer la productivité pour que, avec moins de travailleurs, nous ayons de meilleurs résultats. Et comment avoir cette amélioration de la productivité? Et justement, le vice-président chinois en a parlé. On peut utiliser l'intelligence artificielle, on peut utiliser les nouvelles méthodes de gestion de la production, la robotisation. Et je rappelais donc le Japon que nous avons décidé de dépasser en parité de pouvoir d'achat. Mais en réalité, ils ont 10 fois plus de robots au Japon que donc on a effectivement des progrès à faire ici. Donc il y a la robotisation, il y a la génétique, notamment en agriculture. Donc nous avons des choses à faire, on va travailler dans tous ces domaines. Et aussi la formation du personnel, ça c'est très important, c'est le point le plus important, c'est un objectif pour le gouvernement et c'est pour ça que nous avons lancé un nouveau projet national qui s'appelle justement les cadres. Monsieur le Président, nous nous retrouvons ici une semaine avant la réunion de la Banque centrale de Russie qui a décidé de garder le taux clé à raison de 18%. Et comme quoi, déjà en marge de ce forum, M. Kostin a déjà dit qu'il faut préserver le même taux. Et en plus, nous voyons que les cadences mensuelles restent assez élevées et les crédits pour les milieux d'affaires ont augmenté de 2,3% selon les estimations de la Banque centrale. Comment est-ce que vous pourriez expliquer cette divergence? La divergence entre le taux de crédit élevé, mais comme les experts pensent, c'est lié avec deux choses, dont le premier, le crédit de consommation et pour les citoyens a toujours un niveau élevé parce que les personnes physiques ne sont pas très sensibles par rapport au taux d'intérêt directeur. En ce qui concerne les crédits pour les milieux d'affaires, il y a certains projets qui ont été préparés par les entreprises qui, malgré l'augmentation du taux directeur, continuent à prendre aussi des prêts. Et deuxièmement, nous avons décidé
de continuer à soutenir certaines filières de l'économie et certains outils pour soutenir, en fait, qui prévoient des subventions, des taux de crédit pour certains projets de grande échelle. Et je pense que cela pourrait expliquer. Mais la présidente de la Banque centrale a déjà dit qu'il n'y avait pas de risque pour l'économie, mais quand même, l'échelle de le surchauffe de l'économie a été le plus élevé par rapport au passé. Comment est-ce qu'on pourrait refroidir la situation? Ils refroidissent de cette façon, en augmentant le taux directeur, en supprimant les crédits immobiliers subventionnés, qui est actuellement soutenu par des aides financières dans le secteur IT, aussi à l'Extrême-Orient, en Arctique, aussi les crédits pour les grandes familles avec des petits-enfants. Donc, de cette façon, on assure le refroidissement que vous avez mentionné. En plus, il y a un autre facteur. C'est un bon fonctionnement stable du gouvernement russe, du ministère des Finances, visant à équilibrer le budget. En parlant des investissements, nous avons déjà mentionné ensemble les chiffres concernant l'Extrême-Orient, mais selon le service fédéral des statistiques, nous avons vu une hausse de 2,9% par rapport à 2022. La tendance continue. Est-ce que vous pensez que cette tendance des investissements continuera et qu'est-ce qui pourrait l'empêcher? Garder le même rythme des investissements, ce ne sera pas facile compte tenu des circonstances dont nous avons parlé, mais quand même, il faut aspirer à ce fait. Pour cette raison, nous inventons des outils spécifiques du soutien dont j'ai déjà parlé. Mais je me répète, garder les investissements dans le volume précédent, ce ne sera pas facile, mais quand même, notre gouvernement doit réfléchir où et sur quels axes il faut soutenir les milieux d'affaires pour ne pas avoir des échecs sérieux pour l'économie nationale. J'aimerais aborder notre sujet qui n'est pas lié directement avec l'économie. Je parle de la course présidentielle aux États-Unis. Quand même, je pense que qui est le nouveau favori, et surtout en novembre prochain, quand on va découvrir les résultats de la présidentielle, est-ce que vous allez appeler pour féliciter le nouveau chef des États-Unis? Ça fait longtemps que nous n'avons pas eu de contact par téléphone avec les dirigeants des États-Unis et des pays européens, sauf que nous n'avons jamais refusé ces contacts. Ce sont eux qui les ont limités, mais quand même, nous arrivons à échanger quelques informations via quelques voies, en particulier grâce à notre ministère des Affaires étrangères, mais ce n'est pas à nous de décider, parce que c'est le choix du peuple américain. Surtout, si on parle du favori, c'était le président en exercice, M. Biden, et qui a quitté cette course à la présidentielle, mais il a recommandé à ses alliés de soutenir Mme Harris, mais ça veut dire qu'il a fallu le faire de cette façon. Deuxièmement, elle est si infectieuse de sourire, tout ce qui témoigne du fait que tout va bien chez elle, et si tout va bien chez elle, par exemple, M. Trump, elle a imposé autant de limitations, de restrictions à l'envers, à l'égard de la Russie, qui n'a jamais été fait par aucun président américain par le passé. Mais si Mme Harris continue cette approche, mais dans tous les cas, comme j'ai déjà dit, c'est finalement le peuple américain qui va faire son choix, que nous allons toujours respecter. Mais en parlant des États-Unis, début août, la Russie et les États-Unis ont échangé des prisonniers. Grâce à quel pays cela est devenu possible? Et encore une autre question qui a été posée par l'agence TASS. M. Antonov
Notre ambassadeur a déjà mentionné qu'environ plus de 70 personnes sont toujours détenues dans les prisons américaines. Nous respectons de la même façon tous les citoyens russes qui ont besoin du soutien de l'État russe. Nous allons toujours poursuivre cette pratique. En ce qui concerne les échanges des prisonniers qui ont eu lieu, beaucoup de pays ont participé à cette mission. Par exemple, en ce qui concerne le journaliste des États-Unis qui travaillait sous, comme quoi, l'égide des journalistes en faisant de la reconnaissance et les missions de reconnaissance. À la première étape, c'est le prince héritier de l'Arabie Saoudite qui a pris une part active et nous voudrions le remercier. Ce qui a fait revenir nos citoyens à notre patrie. Aussi, M. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a donné aussi le lieu pour les échanges, comme certains d'autres pays du monde arabe et aussi des autres régions qui ont manifesté la bonne volonté. Et finalement, je pense ça sert aux intérêts de tous les gens qui ont participé à ce processus. Finalement, nous avons atteint le résultat positif dont l'essentiel, bien sûr, c'est le retour de nos citoyens dans le pays natal, surtout tous ceux qui avaient accompli des missions spécifiques aux intérêts de leur patrie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que la salle pourrait applaudir. Monsieur Ibrahim, en revenant au sujet de notre séance, en parlant des chiffres d'affaires, vous avez déjà mentionné au cours de votre rencontre avec Monsieur le Président Poutine, vous avez dit qu'il fallait poursuivre cette pratique, mais en parlant de l'accord de libre-échange qui inclut la région de l'Asie-Pacifique avec la Serbie, la Mongolie, aussi on négocie la signature de cet accord et est-ce que vous avez des projets similaires par rapport à la Malaisie? Nous faisons confiance en commerce sur la base de libre-échange et j'ai confirmé à Monsieur le Président Poutine que nous allons poursuivre cette pratique. Nous avons de bonnes relations avec l'Iran, avec beaucoup d'autres pays. Et si tout se passe bien, nous allons continuer à développer le commerce libre. Et déjà aujourd'hui, sans avoir des mécanismes spécifiques, nous avons constaté une nouvelle vague des intérêts des deux côtés, du côté russe et malaisien. Et en ce qui concerne l'accord, nous allons faire évoluer ce domaine, nous allons soutenir les milieux d'affaires, nous allons inviter les délégations, y compris les représentants des banques, des industries, des entreprises. Et ce qui est important, nous allons voir des évolutions plus positives et plus rapides sur le plan du commerce, aussi bien les échanges entre la Russie et la Malaisie. Et nous espérons avoir ce résultat le plus vite possible. Monsieur le Président, vous avez déjà mentionné des voies pour résoudre le problème du déficit de l'énergie à l'Extrême-Orient. Mais en parlant de la génération électrique, est-ce que le montant est suffisant? Mais ça dépend de quelle région nous parlons. Par exemple, en Sibérie, il y a de la production qui dépasse les besoins. Par contre, il y a une pénurie à l'Extrême-Orient. Dans la partie européenne, il faut aussi réfléchir à une modernisation profonde de l'infrastructure existante. Donc, pour cette raison, nous avons des projets qui sont en cours d'évolution, des études, certains qui ont été validés. Il faut toujours poursuivre et ajuster un travail bien raisonnable, bien fondé, surtout prendre les bonnes décisions à un bon moment. Mais en parlant de l'énergie électrique, à la fin de cette année, nous verrons la fin de l'accord entre la Russie et l'Ukraine pour le transit du gaz russe. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les perspectives énergétiques de l'Europe? Est-ce qu'on entend les voix de tous ceux qui vont souffrir?
Par exemple, le dirigeant de la société Gazprom qui se trouve juste en face de moi, comme le dirigeant de la banque VTB et de la banque Sberbank, M. Kostin, M. Greff, et c'est un bon signe parce que tout le monde a l'intérêt à faire développer leurs affaires à l'Extrême-Orient. En ce qui concerne l'Ukraine dans l'ensemble, nous ne refusons pas ce transit, même si ça vous paraît bizarre. Pourquoi? Parce que nous avons l'intention, comme la société Gazprom, de respecter tous nos engagements à l'envers de nos clients avec qui nous avons des contrats à long terme, dont le composant obligatoire de ce travail en commun, c'est toujours le transit. Nous avons des contrats, des accords pour le transit qui s'achèvent en particulier le 31 décembre de l'année en cours. Mais si l'Ukraine refuse ce transit, tant pis, on ne peut rien faire. Dans tous les cas, nos consommateurs principaux en Europe ne veulent pas le faire parce que surtout, il assure le soutien économique, financier et militaire aux intérêts de l'Ukraine. Et si l'Ukraine refuse notre transit, surtout les montants du gaz qui arrivent en Europe, ils vont voir leur baisse. Probablement, on va passer par le Blue Stream ou le Turk Stream. Mais dans tous les cas, cela va aider à assurer la stabilité énergétique en Europe. Mais c'est leur choix. Quel sera l'impact sur eux? Je ne sais pas, parce qu'on s'occupe de nos questions. Mais c'est à eux de s'occuper de leurs questions. Je ne sais pas comment je pourrais décrire ces situations, surtout en parlant des attitudes de la part comme s'il s'agit des partenaires, mais aux États-Unis, pour moi, ces relations en tant que partenaires, c'est bizarre. Par exemple, ils ont fait sauter le gazoduc dans la mer Baltique, Nord Stream 1, et aussi la deuxième conduite, et surtout la deuxième conduite Nord Stream 2 fonctionne toujours et c'est en bon état. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement allemand d'appuyer sur le bouton, de se mettre d'accord avec nous? Et si je ne me trompe pas, déjà une conduite peut assurer 27,5 milliards de mètres cubes de gaz qui pourraient venir directement en Allemagne et en Europe. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Je ne sais pas, je ne comprends pas. En ce qui concerne Turk Stream et surtout la conduite qui passe à travers la mer Baltique et sur son fond, c'est une sorte de n'importe quoi. C'est une sorte vraiment de schismatisme, schizophrénie. Dans tous les cas, on va intensifier nos fournitures dans d'autres régions du monde. Avec la République populaire de Chine, nous avons de très bonnes relations qui datent depuis longtemps. Nous avons de bons projets qui prévoient la livraison en République populaire de Chine. Et l'année prochaine, nous allons atteindre le chiffre de 38,5 milliards de mètres cubes de gaz, surtout à partir de Vladivostok et Sakhalin. Aussi, encore, il s'agit de 10 milliards de mètres cubes de gaz. Et nous sommes en train d'étudier d'autres itinéraires. Et ce n'est pas du tout lié avec les événements en Ukraine, aucunement. Parce que nous respectons les accords et les engagements que nous avons assumés il y a beaucoup d'années, il y a des décennies. Dans tous les cas, en plus, il y a des très bonnes perspectives en ce qui concerne le gaz naturel liquéfié, mais quand même, ce secteur évolue et la part de la Russie sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié augmente. Pour l'instant, elle n'est pas si grande, mais malgré toutes les difficultés qu'ils essaient de créer pour nous, nous allons toujours poursuivre à développer ce secteur. Où réside le problème? Peu importe qui sont les efforts entrepris pour fermer notre économie, mais aujourd'hui, il y a des besoins du marché mondial et aujourd'hui, ils sont en train de produire le maximum possible. Autrement, ce n'est pas possible.
Par exemple, imaginons-nous si on ferme tout demain, le gaz, le pétrole russe. L'économie mondiale ne va pas survivre parce que les prix vont flamber, ils seront exorbitants et dans tous les cas, ils vont acheter. Cela explique tout ce qui se passe. Tous les malveillants, tous ceux qui imposent les restrictions illégitimes mentionnées par le vice-président chinois, tout cela, ce qui est imposé contre nous, évidemment, ça ne s'explique pas par une bonne intelligence, parce que pour l'instant, ils n'ont pas de résultat. Mais c'est une sorte d'arrogance et de la certitude d'eux-mêmes qui sont à la base. Mais les résultats sont opposés à ce qu'ils voudraient avoir. Et tous ceux qui ne veulent pas coopérer avec nous, tant pis, ils vont souffrir, ils vont subir des pertes. Nous voyons ce qui se passe aux pays européens. Il y a beaucoup d'entre eux qui se trouvent sur le seuil de récession et de la baisse économique. Surtout, tous ceux qui fournissent des ressources énergétiques pensent tout d'abord à leurs propres intérêts nationaux. Par exemple, les États-Unis, si je ne me trompe pas, ils fournissent environ pour un prix qui est de 50%, même plus par rapport au prix des ressources énergétiques russes. Je parle tout d'abord du gaz. Évidemment, l'économie européenne, tout d'abord en Allemagne, qui était basée sur nos ressources énergétiques, passe à travers des obstacles très sérieux et beaucoup d'entreprises ferment. Mais ce n'est pas notre choix. Nous sommes prêts à coopérer. Mettez-vous d'accord avec la Pologne, par exemple, qui doit ouvrir les conduites de gaz qui existent toujours. Par exemple, Yamal et l'Europe occidentale. Mais ce sont les hommes politiques qui ont fermé ces itinéraires. En plus, c'est l'Ukraine qui veut fermer. En plus, Nord Stream 2, qui pourrait être utilisé, mais il ne veut pas activer cette conduite. Je ne sais pas pourquoi. Dans tous les cas, on verra des dommages pour eux, évidemment. Ça va générer des pertes pour nous, mais c'est pas grave. Gazprom va fournir plus de gaz sur le marché à l'intérieur de Russie, ce qui est bien. Nous allons poursuivre la gazification sociale en Russie. En ce qui concerne notre gazification, en parlant de Gazprom, Alexei Miller a déjà mentionné le montant qui était fourni grâce aux conduites Nord Stream, mais en parlant des projets en Asie centrale avec l'Iran, est-ce qu'il y a des perspectives pour Gazprom de faire revenir les mêmes volumes du passé? Mais j'ai déjà mentionné. Nous sommes en train d'entendre le montant prévu par le projet en ce qui concerne nos fournitures en République populaire de Chine. Mais en Asie, je veux éclaircir encore une fois, tous ces projets ne sont pas liés directement avec les événements en Ukraine, parce que les économies de ces autres pays évoluent. Ils ont besoin des ressources énergétiques supplémentaires. Par exemple, l'Ouzbékistan voit une croissance de la population qui voisine environ 1 million d'habitants par an. Imaginez-vous qu'en Ouzbékistan, la population fait déjà 37 millions d'habitants. Très bientôt, on verra le chiffre de 40 millions d'habitants. Leur économie augmente. En plus, ils ont les engagements sur le marché extérieur. Donc, la République a besoin des ressources supplémentaires. Par exemple, l'année dernière, ils ont eu la température à moins 21 à Tachkent qui n'était jamais constaté par le passé. Évidemment, nous allons coordonner nos activités avec le Turkménistan. En plus, l'Iran demande des fournitures supplémentaires de la part de Russie et nous avons de très bons gisements qui sont juste à côté et nous sommes en train de réfléchir. Et je pense que ce sont des projets tout à fait réalistes parce que les marchés sont énormes. Je parle des marchés des pays qui voisinent l'Iran. Il y a différentes opportunités et nous allons nous développer sur différents marchés et nous allons liquéfier le gaz naturel, comme j'ai déjà dit, mais nous allons continuer cette pratique progressivement. Nous allons agrandir les fournitures. En plus, nous allons développer notre propre économie. Par exemple, dans les régions russes, par exemple, il y a des manques, une pénurie de génération du gaz à l'Extrême-Orient. Donc, Gazprom a déjà des projets qui prévoient les liens entre cette région et la partie centrale et
sibérienne de la Russie. Tout cela est déjà prévu dans nos projets. Merci beaucoup. On continue à parler du secteur énergétique. Monsieur Ibrahim, la Malaisie, c'est le deuxième pays dans la région Asie-Pacifique sur le plan de la production du gaz et du pétrole. Quelles sont vos estimations du statut actuel du marché mondial? Est-ce que la Malaisie étudie des projets en commun avec la Russie, en particulier dans le domaine énergétique? Nous avons déjà discuté de la question de la transition énergétique et je pense que dans ce domaine, la Russie a une position très forte parce que nous poursuivons nos projets d'exploration, parce que nous voulons réduire la dépendance par rapport au gaz et au charbon, mais nous comprenons très bien que ces ressources énergétiques continuent à jouer un rôle important, mais j'aimerais souligner l'importance du soutien russe à raison de 600 millions de dollars américains et avant la transition énergétique, avant que nous puissions utiliser les sources de l'énergie renouvelable à 100%. Nous comprenons que la Russie, c'est un acteur très important sur ce marché. Et donc, nous attendons un certain effet synergétique, sauf que, bien sûr, la transition énergétique est en cours, qui ne peut pas être arrêtée. Nous avons besoin de ces technologies vertes qui sont importantes pour assurer notre progrès en tant que pays qui ne peut pas se permettre une dépendance par rapport au pétrole. Et Monsieur le Président, vous avez déjà mentionné que la route maritime du Nord évolue activement, qui est utilisée pour le transport du pétrole et on pense agrandir l'indice jusqu'à 150 millions de tonnes vers 2030. D'après vous, est-ce que la cadence de construction aussi des navires qui sont utilisés sur cet itinéraire est suffisante, surtout vu l'apparition du nouveau chantier ici à côté de Vladivostok? C'est une question qui doit être vraiment au centre de notre attention. C'est lié tout d'abord au fait que nous devons garantir le transport et surtout la disponibilité des navires qui transportent les cargos, les charges et surtout tous ceux qui assurent ce transport pendant la saison hivernale. Parce que en ce qui concerne les glaciers, les brise-glaces, nous avons une flotte qui voisine environ 40 navires. Nous sommes en train de construire déjà 3 et le 4e va débuter sa construction début 2025 et en plus aussi une brise-glace avec une puissance sans précédent, si je ne me trompe pas, qui a la puissance de 36 000 CV. C'est un leader qui est en train d'être construit ici sur le chantier Zvezda à côté de Vladivostok. Évidemment, toute cette flotte va garantir le transport pendant toute l'année, parce qu'en plus, la nouvelle brise-glace leader va garantir le passage des navires pendant toutes les saisons. Et évidemment, il faut construire les navires qui vont transporter les charges. Et bien sûr, nous allons élargir les capacités de nos chantiers, y compris dans la partie européenne de la Russie, parce que hier, nous avons abordé de ce sujet avec M. Kostin, le dirigeant de la banque VTB, et les autres dirigeants de cette industrie, de l'organisation unifiée des chantiers. Vous avez fait une bonne attention correctement, parce que hier nous avons étudié le lieu pour le futur chantier, pour une nouvelle usine. Malgré toutes les difficultés, nous avons déjà construit le chantier Zvezda, ici à Vladivostok, mais il faut construire aussi l'infrastructure associée
des installations portuaires. Surtout, il faut prévoir tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement. Aussi, il ne faut pas oublier la protection de l'environnement. Toutes ces missions, c'est déjà prévu dans l'ensemble et je suis sûr que ce sera mis en pratique, surtout compte des changements climatiques. Le passage à travers la route maritime du Nord, compte tenu de la capacité de notre flotte des brise-glaces, vont garantir cette navigation pendant toute l'année, ce qui est important pour notre économie et pour l'économie mondiale et pour l'économie de nos amis, en particulier de la République populaire de Chine, qui manifeste un vrai intérêt à ce travail en commun. Et nous invitons tous ceux qui veulent coopérer avec nous et nous sommes sûrs de la réussite. Et Monsieur le Président, en ce qui concerne la construction des logements à l'Extrême-Orient, nous savons que les prix immobiliers avec un taux subventionné continuent à fonctionner et j'aimerais citer les paroles de M. Greff que déjà nous avons traîné en ce qui concerne la fermeture des programmes des prêts immobiliers avec des subventions. Monsieur le Premier ministre a cité Tchekhov, Tolstoï et vous citez M. Greff, le dirigeant de la Sberbank, qui fait apparemment partie des auteurs classiques. Mais en ce qui concerne la construction, nous avons atteint des résultats gigantesques parce que nous n'avons jamais eu des échelles pareilles, similaires de la construction. Parce que, si je ne me trompe pas, l'année dernière, nous avons manifesté la construction de 110 millions de mètres carrés, sauf que l'objectif était 120 millions de mètres carrés. Et déjà 110 millions de mètres carrés de logement, c'est un très bon indice. Mais, vu le fait que les crédits immobiliers subventionnés se sont achevés dans leur majorité, ça pourrait avoir un impact sur le marché des logements, mais je tiens à souligner, toujours soutenu par les crédits immobiliers avec un taux d'intérêt réduit pour l'Extrême-Orient, pour les grandes familles, pour les régions arctiques. Tous les efforts des pouvoirs russes et du gouvernement visent à refroidir un petit peu ce marché. Et j'ai déjà cité Madame la Présidente Naobilouna de la Banque centrale. Dans l'ensemble, c'est l'effet que nous attendons. Surtout, il faut éviter le surchauffage du marché pour que ça ne passe pas d'impact sur le marché et l'économie nationale, mais nous avons beaucoup de travaux avancés. Et M. Moutko, qui a été cité fréquemment par le passé, parce que c'est un grand spécialiste chez nous, qui parle brillamment, qui a vraiment des slogans qui sont publiés activement, mais il travaille aussi très bien aussi dans son domaine, du fond de son cœur. Il travaille avec un très bon résultat. J'en parle sans aucune ironie, démontre quand même résultat. Le taux est l'indice de 110 millions de mètres carrés des logements construits. C'est grâce au fonctionnement de la corporation d'OMRF qu'il dirige. Mais quand même, nous avons des grands travaux avancés à raison de 170 millions de mètres carrés à construire, donc nous n'aurons aucun échec. Alors une autre question qui fait partie quand même des grandes questions traitées récemment, à partir du mois de novembre, il y a une loi qui permettra la création de crypto-monnaies, notamment le mining. Est-ce qu'il y aura une nouvelle législation qui va légiférer là-dessus? Je pense que la Russie, justement, est déjà un des leaders en mining et cela est lié au fait, aux avantages de la production d'énergie en Sibérie. Ici, il y a des questions bien discrètes, bien concrètes, qui sont apparues ces derniers temps. Évidemment, je suis heureux de voir que les entreprises qui travaillent dans ce domaine gagnent de l'argent, elles fonctionnent bien, mais ces bénéfices issus de la production de pétrole en Sibérie ne doivent pas se faire aux dépens
du développement des régions de Sibérie. Parce que le mining, c'est bien, mais la construction de logements, de structures industrielles et sociales, de réseaux d'énergie, de capacité de production, c'est pas moins important, c'est même plus important. Et donc, le gouvernement a pris une décision qui doit permettre justement de structurer cette activité en ce qui concerne les valeurs et notamment la valeur de ces unités en crypto-monnaie. Et donc, il y a eu des décisions de la Banque centrale et le rouble numérique sera justement une des possibilités qui sera utilisée par les acteurs du marché. Merci. Alors maintenant, passons à un autre sujet. Monsieur Ibrahim, comment vous voyez une issue au conflit israélo-palestinien? Comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas utiliser le narratif de beaucoup de pays occidentaux dans leurs médias ou des capitales occidentales. Donc, qui part du principe que le Hamas a fait cette attaque le 7 octobre. En fait, tout a commencé parce que les résolutions du Conseil de l'ONU n'ont pas été respectées et il y a eu toujours la persécution contre le Palestinien qui se fait par les colonisations par les Israéliens. Et donc, je pense qu'il faut poser la question, le problème dans les bons termes. Et la position russe et la position chinoise avec M. Wang Li ont été, et bien d'autres pays, ont été formulées. Et la majorité des pays ont bien formulé le problème sur la création d'un État de Palestine. Pourquoi on passe jamais à la pratique? Parce que il y a un soutien total à Israël et des États-Unis en saluant finalement tout ce qui n'est que des massacres de masse. Où est l'humanité? Où est la justice ici? Comment vous pouvez nous parler de droits de l'homme et de démocratie alors qu'il y a cette contradiction où vous attaquez, vous portez atteinte à la justice dans le monde? Et ce dont nous avons besoin dans notre monde, c'est d'avoir un message qui soit cohérent, qui respecte la liberté, qui respecte la dignité des hommes, des femmes, et nous devons nous opposer de toutes nos forces à la colonisation. Parce que ce qui se produit en Palestine aujourd'hui, c'est pas seulement à Gaza, c'est l'ensemble de la Palestine, c'est-à-dire que parce que vous privez les gens de terre, vous les assassinez, vous les mettez en prison, vous leur prenez leur maison. C'est une prison à ciel ouvert. Et donc, nous sommes un petit pays, mais nous connaissons nos limites, mais nous pensons à nos amis, nous les soutenons. Mais c'est un véritable problème, et pas seulement pour le monde musulman, mais pour tous ceux qui croient en la justice et en l'équité, parce que les gens disent pourquoi vous ne faites pas plus pendant qu'il y a des gens qui se font assassiner, et ça tous les jours. Et donc j'espère, je prie qu'il y aura enfin le bon sens qui va prévaloir dans les esprits, parce que aucun pays ne peut continuer à commettre cette injustice majeure. Et je pense que je ne crois pas qu'on puisse accepter. Il y a une justice pour l'ensemble de l'humanité qui ne doit pas se baser sur les différences de couleur de peau ou la différence de foi ou de religion. Et ici, il est temps que la Palestine, les Palestiniens, soient considérés non pas comme des esclaves, mais comme des êtres humains dignes.
Merci. Monsieur Poutine, pour continuer le sujet du conflit au Proche-Orient, Moscou a fait souvent entendre son message, mais est-ce qu'on est entendu dans le conflit israélo-palestinien? Oui, je ne peux que me joindre à ce que a dit notre invité, c'est que la position de la Russie, elle ne revêt pas de caractère conjoncturel. Elle s'appuie toujours sur les décisions qui ont été validées précédemment et qui me semble être à la base de la solution. La solution, c'est les deux États. Et cette position partagée par beaucoup de gens dans le monde, notamment, malheureusement, aussi par les États-Unis, puisque ils l'ont dit, mais malheureusement, cette question n'a pas été résolue. Et ici, c'est la base de toute l'aggravation de la situation que nous connaissons aujourd'hui. De notre côté, d'ailleurs, ce problème est lié aussi aux tentatives des États-Unis de monopoliser le processus de règlement. Et les États-Unis ne peuvent pas être considérés comme un pays neutre, et c'est là le problème. Mais aujourd'hui, je le répète encore une fois, nous allons faire tout ce qui dépend de nous. Je l'ai dit lors de ma réunion récente avec M. Abbas, quand il est venu à Moscou, nous allons apporter notre contribution à la résolution de ce conflit ancien et profond. D'ailleurs, en ce qui concerne l'aspect humanitaire, évidemment, nous cherchons à résoudre la question des otages. D'ailleurs, et ici, nous avons eu déjà quelques résultats. Nous allons chercher à continuer à conforter ces résultats. Merci. Alors, autre sujet. Monsieur Brahim, vous aviez dit dans votre mot d'instruction que vous avez dit que vous assurez la présidence de l'ASEAN. Et quelles sont les priorités de votre travail dans ce cadre et comment vous pouvez voir les relations entre l'ASEAN et la Russie? Cette région, cette sous-région est la plus pacifique au monde aujourd'hui sur le plan économique. Elle est la plus dynamique. Le secret, c'est le caractère d'indépendance de notre politique extérieure. Nous refusons tout diktat de quelque puissance que ce soit et nous maintenons d'excellentes relations avec les pays voisins. Avec la Thaïlande, nous avons une zone économique spéciale pour promouvoir des activités économiques dans des différents secteurs. En Malaisie du Nord, en Thaïlande du Sud, avec Singapour aussi, et nous encourageons les investissements entre les entreprises. Avec l'Indonésie, nous avons de très bonnes relations avec Brunei, et toutes les questions qui peuvent être étudiées ici, toutes les questions qui suscitent un contentieux, nous mettons en place des mécanismes de résolution. Et la seule question, c'est la Birmanie, parce que il y a les activités militaires dans ce pays qui proposent un certain nombre de problèmes. Et nous avons plus de 200 000 réfugiés provenant de Birmanie. Et ça, ma position, c'est la position de l'ASEAN qui a dit nous ne voulons pas imposer une solution. Et c'est le problème de la junte. Il y a le problème de la junte militaire en Birmanie. On voulons passer une solution démocratique. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut pouvoir discuter avec tout le monde. Et ce que le gouvernement doit chercher des solutions et non pas imposer ces solutions à lui. Donc, encore une fois, il ne faut pas imposer une solution. Mais sur notre consensus en 5 points que nous avons proposés, c'est qu'il y ait des règles générales qui soient accordées et
Nous cherchons à avoir... Oui, il y a peut-être d'autres questions avec comme le conflit entre les Philippines et la Chine. Nous, encore une fois, nous cherchons à ce qu'une solution soit trouvée, peut-être au sein de l'ASEAN, et nous allons continuer à nous engager pour favoriser la discussion pour l'avenir. Et donc, il y a cette position qui a été adoptée. Nous ne voulons pas que cette région soit une région de sous-pouvoir. Nous ne voulons pas soutenir une intrusion, quelle qu'elle soit, d'une puissance dans notre région. Et c'est pour ça que je considère que, justement, ma présence à Vladivostok, c'est pour lancer un message, c'est que je pense que nous considérons que notre devoir est d'assurer la stabilité à notre population, d'assurer la paix et travailler en diplomatie avec tous les pays, y compris la Russie. Certains pays occidentaux ont des problèmes avec la Russie. Nous, on n'a pas de problème avec la Russie. Il y a des questions à discuter. On aborde les questions. Et je pense que c'est une tradition très importante pour nous et nous voulons maintenir cela au sein de l'ASEAN. Et donc, j'ai de très bonnes relations avec les représentants des autres pays. Mais nous pouvons être des amis, pas seulement quand on parle. Je comprends bien qu'il y a le conflit en mer du Sud, de Chine du Sud, mais nous avons, chaque pays au sein de l'ASEAN a envie de discuter. Il y a des problèmes de frontières pour chaque pays. Il y a des questions entre Brunei, avec Singapour, avec Taïwan, la Thaïlande. Non, il n'y a pas de problème. On peut toujours discuter. Et ce n'est pas une question qui doit être qui doit déboucher sur un conflit. On doit pouvoir discuter, négocier, il peut y avoir des désaccords. Mais mon expérience, ça fait 2 ans que je suis Premier ministre, j'ai des problèmes avec la Chine. Mais si on a des problèmes, il faut les résoudre. Et justement, la position de l'ASEAN, c'est de chercher l'essentiel. On est d'accord sur l'économie, sur les technologies, l'énergie, le tourisme. Et nous avons de très bons exemples où une sous-région est pacifique et dynamique sur le plan économique. Je vous remercie. Monsieur Chen, l'an dernier, le volume des échanges entre la Chine et l'ASEAN, l'an dernier, était à plus de 900 milliards de dollars. Comment vous voyez les perspectives de croissance économique de la Chine? Depuis 40 ans, cette politique d'ouverture, depuis que la Chine a intégré l'Organisation mondiale du commerce, nous travaillons comme M. Poutine et le président Poutine et le Premier ministre Anwar l'ont dit, depuis de nombreuses années, la Chine se développe fortement. Nous avons la deuxième économie du monde, mais le PIB par habitant est légèrement supérieur à 90 000 dollars par an. Mais l'implication de la Chine dans
l'économie mondiale dépasse les 300% et donc nous sommes un partenaire privilégié pour plus de 140 pays et territoires dans le monde. Le président Poutine et le Premier ministre Anwar ont dit des choses très importantes. Je pense qu'effectivement, l'élimination de la pauvreté en Chine est évidemment une contribution au développement économique parce que le développement de la Chine, la population de la Chine représente à peu près 16% de la population mondiale. Et donc, effectivement, tout ce que nous faisons pour notre population a un impact sur l'économie et nous travaillons avec d'autres partenaires partout dans le monde sur la base d'avantages mutuels et d'une atmosphère amicale. Et on peut qualifier notre coopération de réussie. Monsieur Poutine a donné son avis sur le fait qu'il faut s'attacher donc à cette forme de coordination et comme vous le savez, tout récemment, il y a eu le troisième plénum du Parti communiste chinois et nous avons adopté une résolution sur la poursuite de la modernisation et de la réforme de l'économie russe, c'est-à-dire que de l'économie chinoise, parce que la Chine continue sur la voie de l'ouverture. Et comme je l'ai dit dans mon mot d'introduction, la Chine est un pays qui régule toujours ses relations sous l'optique de l'ouverture et de l'équilibre. Et cela, c'est une opportunité importante pour l'ensemble du monde. Nous allons bientôt achever notre réunion. Ça fait presque 3 heures que nous discutons. Nous avons parlé de l'avenir de l'Extrême-Orient russe dans les années à venir. Qu'est-ce que pour vous, M. Poutine, le plus important? L'augmentation de la population. Il faut réunir des conditions favorables, comme nous l'avons dit aujourd'hui, pour que la natalité augmente et que les gens, surtout les jeunes, aient la possibilité de venir ici, dans cette région, dans cette magnifique région, pour s'installer et qu'ils trouvent des perspectives et qu'ils s'attachent à cette région. Et alors, dernière question que je voudrais aborder ici à tous les participants de notre discussion. Quels sont les principaux défis qui se présentent aujourd'hui à nos pays? Quelles sont pour vous les réponses potentielles à ces défis? On va commencer par vous. Oui, en fait, on va peut-être d'abord céder la parole à... Je préférais donner la parole d'abord à M. Poutine. Merci beaucoup. Sur l'avenir. Oui, c'est ça. En ce qui concerne la Russie, nous devons garantir le développement économique sur la base de nos solutions techniques, avec un personnel motivé, bien formé, compétent. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne nous tous ensemble, c'est-à-dire les pays du Sud, dans le sens le plus large du terme, nous devons assurer un leadership sur le plan économique dans le monde et le rythme de notre croissance, la dynamique de nos pays, c'est évidemment un objectif qui sera satisfait sans hésitation. La même question. Bien sûr, la question autrement posée concerne l'évolution économique, mais en fait,
l'économie évolue déjà non selon le scénario du capitalisme du passé, parce que l'approche à l'évolution économique devrait être humanitaire ou dans le cadre du capitalisme humanitaire pour garantir la croissance économique. Mais nous devons faire plus attention au bien-être et à la prospérité des peuples. Comme cela a été accentué par le président Poutine, parce qu'il doit être plus charitable, miséricordieux, nous devons respecter les réussites des pays occidentaux, mais très souvent ça a été fait à cause de la pauvreté de la population. Nous devons aspirer à la croissance économique qui serait consécutive, stable, qui va prendre en considération le besoin de protéger l'environnement, qui va se poursuivre si vite et dans le même rythme que les changements sur le plan du temps, qui va suivre l'évolution de notre jeunesse et prendre en considération ses intérêts, ses valeurs, qui manifeste la pénurie actuellement, parce que je pense que le progrès doit suivre le chemin des valeurs humanitaires et le côté éthique. C'est à cause de l'absence de ces éléments qui devraient être respectés. Nous faisons face au racisme, au déséquilibre, aussi bien que nous faisons face aux exaltés et fanatiques religieux et aux d'autres problèmes sérieux, parce que nous nous sommes déshumanisés, si j'en peux le dire comme ça, parce que j'ai lu beaucoup d'écrivains russes que j'ai déjà cités, surtout grâce au fait parce qu'ils ont toujours souligné les valeurs humanitaires, morales et éthiques, ce qui manifestait leur priorité. Donc, nous devons apprendre à suivre le même chemin et nous devons apprendre surtout sur les erreurs du passé, surtout s'il s'agit de gros déséquilibres, de l'injustice, en parlant de la future modernisation de la grande communauté et société. Et merci beaucoup, Monsieur Jen, c'est à vous la parole. De mon côté, j'aimerais dire, le président Xi Jinping a dit l'autre jour que la construction de la société humanitaire et humaine et de notre futur commun, ça reflète les intérêts de tout le monde, peu importe quelle région du monde où les religions, nous sommes en train de prendre en considération, parce que tout le monde se trouve à l'étape différente de l'évolution, avec des besoins différents, parce que c'est un défi commun pour nous tous. C'est à vous, Monsieur le Président Poutine. Si j'ai bien compris, nous sommes en train d'achever. De mon côté, j'aimerais remercier nos invités d'honneur pour leurs interventions brillantes, pour leur participation à notre travail, pour l'attention à ce qui se passe en Russie et à l'extrême-orient russe. Et j'aimerais m'adresser à l'audience tout d'abord, parce qu'il s'agit des gens qui travaillent dans le domaine de l'économie ou les fonctionnaires de l'État qui discutent directement de toutes ces questions. Je dois rajouter que je suis profondément sûr que l'activité des milieux d'affaires, c'est tout d'abord la création, la construction. Si nous abordons de cette façon, donc ça va nous permettre d'atteindre tous les résultats et la résolution des tâches face auxquelles nous nous retrouvons. J'aimerais remercier vous tous d'avoir participé à ce travail et j'aimerais souhaiter à vous tous de grandes réussites à notre travail commun. Merci. Et de mon côté, en tant que modératrice, j'aimerais citer vous, Monsieur le Président, en dressant le bilan, que la priorité pour tout le XXIe siècle, c'est l'Extrême-Orient. Et merci beaucoup à notre modératrice. Merci.